Dans les années 70 arrive la crise de la presse quotidienne. Victime parce qu'elle n'a pas su conserver ses lecteurs. C'est alors qu'est inventé le taux de TVA à 2,1% pour la catégorie IPG qui est inventée à l'époque, donc en 1975-76. On invente cette catégorie presse d'information politique et générale. Donc l'interprétation de la notion d'IPG, donc pour information politique et générale, figure dans 3 textes distincts. Elle figure d'abord à l'article D19.2 du Code des postes et des communications électroniques, avec une définition qui implique de cumuler les 3 critères suivants. Premièrement, apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens. Deuxièmement, consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet. Troisièmement, présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs. Est-ce que la presse mérite d'être aidée? La réponse est oui. Ça y est, personne ne quitte la salle, donc tout va bien. Est-ce que les aides à la presse sont très importantes? Alors là, la réponse est déjà beaucoup plus nuancée. En gros, ça va de 500 millions à 1,2 milliard en fonction de savoir ce qu'on y met ou ce qu'on n'y met pas. Est-ce que les aides à la presse obtiennent le résultat escompté? Si ça obtenait le résultat escompté, on ne fermerait pas François, on ne fermerait pas la Tribune, on ne verrait pas une banque reprendre toute la presse à l'Est, etc. Pourquoi on aide la presse? C'est pour aider au pluralisme de la société française et des opinions. Malgré des aides relativement importantes, leur résultat et leur objectif n'est pas atteint. Par exemple, j'ai un journal, je demande une imprimerie, je demande de l'argent à l'État, et donc mon imprimerie est amortie sur 35 ans, et on ne sait pas si dans 10 ans, il y aura encore de la presse papier. Donc on peut se demander s'il n'y a pas une forme de gâchis de la part de l'État, des gouvernements successifs. Tout à l'heure, je recevais Nicolas Bétou sur le journal L'Opinion, et je trouve qu'il avait une formule lapidaire, mais qui correspond bien à la réalité. Pourquoi j'ai pas fait un journal papier? Parce que c'est trop tard. Pourquoi j'ai pas fait un journal Internet? Parce que c'est trop tôt. Nous pensons qu'il ne faut pas diviser la presse. Que de diviser la presse entre presse IPG et presse non IPG, c'est-à-dire grosso modo entre un petit nombre de titres nobles, parce qu'ils sont IPG, et d'autres qui le sont beaucoup moins et qui n'ont pas d'aide ou qui ont des aides moins fortes, c'est diviser la presse, c'est diviser la profession, c'est diviser la filière. Les aides à la presse IPG, c'est une aide d'abord considérée comme étant une aide au pluralisme. Que voit-on depuis que ces aides existent? Grosso modo, depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945. Combien de titres de presse nationale ont été créés? Il y a eu Libération, voilà, et qui ont survécu. Libération et L'Opinion, tout récemment. Si on dit qu'on n'aide pas une famille de presse, mais qu'on aide un projet parce qu'il est de qualité, parce que ce projet est innovant, parce que l'éditeur qui va, notamment en période de transition, comme aujourd'hui, cet éditeur-là, il va prendre des risques. Parce qu'effectivement, les modèles économiques ne sont pas bien établis, les modèles marketing ne sont pas bien établis, les modèles rédactionnels ne le sont pas également. Et donc, aujourd'hui, en période de transition, un certain nombre d'éditeurs vont prendre des risques. Prenons les aides qui ont été décidées après les États généraux de la presse pour la presse en ligne. 60 millions d'euros ont été annoncés pour 3 ans. Il a fallu le rapport de la Cour des comptes qui a été publié au mois de février de cette année pour qu'on apprenne, quand même avec surprise, on s'en doutait un peu, mais quand même avec surprise, que sur ces 60 millions, 9 millions seulement avaient été attribués. L'inefficacité de ces aides, elle est évidente. Ce n'est pas une question européenne, comme on nous le répète systématiquement, mais c'est une question nationale française, que la décision peut être prise au niveau de la France. Elle a été prise pour le livre il y a un peu plus d'1 an. Il n'y a aucune raison qu'elle ne soit pas prise pour la presse immédiatement. La notion d'IPG est une construction qui correspond au début de la crise des quotidiens, et c'est pour aider les quotidiens qu'on crée l'IPG. Est-ce que c'est normal que la page de publicité d'un journal qui est un bottin avec 90% de pages de publicité soit aussi aidé par la Poste qu'un journal qui a 4 pages dans lequel il n'y a pas de publicité? Les aides à la presse, c'est l'aide aux citoyens lecteurs. Aux aides publiques viennent maintenant, ou devraient maintenant s'additionner, les aides privées. Et je veux parler de Google, où les aides avec Google, avec la caution de l'État, y compris du président de la République, ont été signées sur la base d'un accord où c'est la presse IPG va avoir 60 millions d'aides sur 3 ans de la part de Google. Alors, je voudrais juste donner quelques chiffres. Les sites IPG
c'est aujourd'hui effectivement 60 millions d'euros pour 167 titres. Donc le Fonds stratégique pour le développement de la presse comporte 3 sections et donc rassemble, si vous voulez, 3 fonds qui auparavant étaient épars, donc dans un effort de rationalisation des aides de l'État à l'investissement. Il rassemble donc pour sa première section l'ancien fonds de modernisation qui a vocation à soutenir les développements, les opérations plutôt de mutation industrielle. Dans sa deuxième section, donc le cœur de notre sujet, les opérations donc de développement numérique des sites de presse en ligne. Et pour sa troisième section, les investissements en faveur du développement du lectorat. Comme je vous l'ai dit, on est sur des aides à l'investissement. Donc on va prioritairement financer les dépenses d'investissement, que ce soit des investissements matériels et bien entendu des investissements immatériels. On a beaucoup entendu les éditeurs nous parler donc, de la difficulté de prendre en compte l'innovation. L'innovation, l'État raisonne de manière un peu binaire entre dépenses d'investissement et dépenses d'exploitation. Or, on voit bien que les dépenses d'innovation transcendent un peu cette dichotomie. Et donc, le fonds, aujourd'hui, subventionne également tout ce qui va être dépenses de location de licence. Sur les sommes éligibles, il y a eu des défauts majeurs qui ont été corrigés, et c'est un des mérites quand même du fonctionnement, c'est de comprendre la demande et d'accompagner le secteur, notamment ce que Sophie expliquait sur la différence qui a été faite entre la location et l'achat. C'était un système qui favorisait l'achat de matériel qui pouvait être extraordinairement cher, donc anti-économique au possible, parce que investissement à long terme que Michel Français décrivait pour les imprimeries, mais pareil sur le volet numérique. Le fait maintenant, et tout ça au frais du contribuable quand même quelque part, donc le fait d'avoir corrigé le tir rapidement et d'avoir admis effectivement la location, c'est sain économiquement, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour le contribuable. Donc ça, c'est effectivement quelque chose dont les éditeurs se félicitent. Au final, qu'est-ce qui est important? C'est quand même d'assurer la même qualité, la même liberté d'expression dans le digital que celle qu'on peut connaître aujourd'hui dans le monde physique. C'est finalement tellement simple d'aller repomper une information qui a été publiée par un titre de presse ou par un site internet. Et donc c'est tout cet écosystème qu'il faut qu'on arrive à faire perdurer pour que demain, finalement, on arrive à trouver un niveau d'exigence éditoriale dans le digital qui est celui que l'on connaît ou qu'on a pu connaître dans le monde du physique. L'idée est que finalement la menace vient vraiment des gros acteurs américains et que ces gros acteurs américains, s'ils s'occupent de la distribution des contenus, ils vont désintermédier finalement les éditeurs de manière globale et finalement la valeur elle sera perçue par eux et pas forcément par les éditeurs. Et il est clair que l'enjeu de la distribution c'est un enjeu de valeur. Quand on voit ce qui se passe aux États-Unis notamment autour de la presse d'actualité mais qui fait que partie d'un élément, puisque la presse c'est quand même une diversité dans l'offre de contenu assez importante. La part du numérique, même en termes de transformation, de monétisation du contenu, elle représente aujourd'hui plus de 20%. Ça, aujourd'hui, on a aussi besoin de l'État parce que des investisseurs financiers extérieurs ne peuvent pas prendre tous les risques. Ils ont un besoin et un retour sur investissement qui peut être beaucoup plus court-termiste que la construction d'un sujet, d'un projet comme le nôtre, que ce soit le kiosque ou même le GIE e-Presse.